L'OM ne jouait pas cette semaine, cela n'a pas empêché le club phocéen d'être au centre de l'actualité médiatique du football français suite à un début de mutinerie au sein du centre Robert Louis Dreyfus. Les joueurs de Roberto De Zerbi sont entrés en tension avec leur coach suite à un refus probable pour l'instant de l'Italien de refuser de les entraîner suite à leur attitude générale, suite à la débâcle face au stade de Reims. En tout cas, l'Italien a durci son management à l'instar de ce qu'il avait pu faire suite au match contre Auxerre, suite à la défaite lors de la première partie de saison. Je suis avec Yous pour en parler aujourd'hui. Yous, que vous n'avez plus vu sur la chaîne depuis un petit moment, mais que vous connaissez certainement, très certainement, grâce à ses live Twitch, grâce à ses tweets aussi qui sont toujours pertinents. J'espère que tu vas bien, Yous. Écoute, je crois que tu avais perdu mon numéro, mais ça fait plaisir de voir que tu l'as retrouvé. Ouais, j'ai fait. Bah, je l'ai pas Non, vraiment perdu, c'est peut-être un problème. Ça. ah, ah, merde. Non, écoute, non, ça va très bien. Écoute, content d'être là. Il y a beaucoup d'actu au niveau de l'OM en ce moment. Bon, pas que le terrain, parfois, souvent, malheureusement. Mais bon, c'est quand même de l'actu et il faut parler de tout, donc faut en parler. Ouais, parce que c'est ce qui anime un peu notre saison, étant donné qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, que la Coupe de France on est sorti de manière prématurée, les semaines sont plutôt agitées par les polémiques. On a eu les polémiques arbitrales. D'ailleurs, la dernière fois qu'on avait fait un contenu, c'était sur ta chaîne Twitch pour évoquer le trade qu'on avait publié. N'hésitez pas à aller suivre la chaîne de You, sa chaîne Twitch, mais également sa chaîne YouTube. Moi, personnellement, j'écoute en podcast sur Spotify. C'est tout aussi plaisant, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Je mettrai des liens en commentaire. Du coup, Yus, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé ces derniers jours, comme je l'ai dit. Autant sur l'épisode de la mutinerie qui a donc été relayé par l'équipe, ses potentielles conséquences, qu'est-ce qu'on doit en penser, mais également la conférence de Roberto De Zerbi qui a eu lieu aujourd'hui et qui a été peut-être une des confs de presse les plus marquantes et les plus les plus tendues, enfin tendues, les plus intéressantes des dernières années, peut-être pas sur le plan Ah, footballistique, mais en tout clairement. cas en termes de Malheureusement. projet et de off. Voilà, donc pour recontextualiser rapidement, il y a eu cet épisode lundi du coup, 2 jours après la défaite contre Reims, où Roberto De Zerbi aurait refusé d'entraîner son groupe, ce qui aurait poussé à une mutinerie de ses joueurs, qui ont eux-mêmes refusé de s'entraîner. Finalement, Mehdi Benatia a eu un rôle d'intermédiaire, de médiateur entre les deux parties, pour permettre à ce que ces joueurs s'entraînent. Les détails ont été vraiment délivrés par l'équipe avec une précision qui interroge particulièrement, mais comme depuis le début de C'est saison, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est certain. que bizarrement, on a clairement, moi c'est un truc qui me fume depuis le début de saison, c'est qu'à chaque fois qu'on a ce genre de dossier, on a les citations exactes, mais des fois des phrases qui font plus de 3 lignes. Et je me demande comment ils peuvent avoir autant de détails. Est-ce que ça viendrait pas par exemple d'un joueur du groupe de l'Olympique de Marseille? C'est des questions qui se posent. Ah, alors, oui, forcément, quelqu'un qui était là. Donc, ça restreint les possibilités. C'est pas moi qui ai parlé, c'est pas toi qui as parlé. C'est forcément quelqu'un qui est dans le groupe. Du coup, il y a de fortes chances que ça soit un joueur, oui. Exactement, mais même il y a tout des petits détails assez, je sais pas, on peut dire nocifs qui ressortent. Par exemple, on apprend que Roberto De Zerbi a failli en venir aux mains avec Ismaël Koné. On apprend que son management est vraiment dur à vivre au quotidien. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, Youss, c'est plutôt vis-à-vis du contexte. Est-ce que pour toi, c'est en fait une scène qui est normale dans la vie d'un groupe et qui en fait est surmédiatisée, ou c'est vraiment quelque chose qui révèle une certaine toxicité, un contre-pouvoir au sein du groupe olympien parce que le terme utilisé, c'est le terme mutinerie quand même. Oui, alors déjà, je pense que ce genre d'info, malheureusement, ça ne devrait pas être une info. Parce que, au-delà du fait que, est-ce que ça arrive souvent dans ce groupe, dans d'autres groupes? Moi, je pense que oui. Maintenant, tu me diras, bah, tu es pas dans ces groupes, tu peux pas savoir. Moi, je persiste à penser que, de manière générale, ce qui se passe dans un groupe reste dans un groupe. Ce qui fait la force d'un groupe, c'est le fait de partager ces choses. Et à partir du moment où ces choses-là, elles sortent, c'est comme une manière, c'est un peu trahir le groupe, tu vois. Et peu importe ce qui sort, que ça soit positif, négatif, après tu peux te dire que quand c'est positif, ça a moins d'impact. Mais là, ça interroge énormément parce qu'en plus de ça, le timing, il est pas loin d'être horrible. Parce que il arrive le jeudi, donc on est 3 à 4 jours après les faits, et on est la veille du week-end de Ligue 1. Donc on est, voilà, à partir du vendredi, il parle d'autre chose, il parle des matchs, donc limite, c'était le dernier jour pour sortir ça. C'est quand même, euh,
très particulier. Alors moi, à titre personnel, je pense que c'est ton cas aussi, et je pense que c'est le cas de beaucoup. On n'en veut pas, absolument pas aux journalistes ou aux différents journalistes qui ont travaillé là-dessus. Ils font leur boulot et à un moment donné, ils ont des articles à écrire, ils ont des papiers à faire, ils ont des infos, ils en font des trucs. La question, c'est plutôt qui a fait ça, pourquoi, et surtout, maintenant que c'est sorti, est-ce que ça mérite qu'on en fasse énormément? Moi, j'ai tendance à penser que non. Parce que c'est la réalité d'un groupe, c'est-à-dire que même si c'est quelque chose de grave, c'était lundi. Jeudi, tu peux penser que ça s'est un peu apaisé, à moins qu'on soit dans une situation toxique et que dès le lendemain matin, des Herbis soient arrivés sur le terrain d'entraînement à faire des fronts contre fronts avec tous les joueurs. Je pense pas qu'on soit dans cette situation-là. Donc c'est-à-dire que en 3 jours, ça s'est calmé. Et ressortir ça, c'est remettre un peu le truc au centre de la chose, alors que ça se trouve, la plupart des joueurs concernés, tu sais, enfin, nous, je pense qu'on est assez concernés par ce genre de questions, étant donné qu'on est méditerranéen. Il se peut qu'un jour on soit énervé, et bah le lendemain, on est redescendu. Et le fait de, je sais pas, moi par exemple, si j'étais concerné, si j'étais un des joueurs qui s'est embrouillé avec des Herbis et que je vois que 3 jours après ça ressort, je me dis bon, sur le moment j'étais un peu énervé, maintenant c'est bon, ça sert à quoi de ressortir ça? Tu vois, même pour les concernés, je suis même pas sûr que ça soit très pertinent. Surtout que je pense que j'ai tendance à penser que les prises de bec font aussi partie d'un groupe dont le fonctionnement est sain. Un groupe où on se dit rien, un groupe où tout va trop bien. Est-ce que c'est un beau groupe? Tu sais, moi j'avais cette discussion avec Maxime Lopez il y a quelques mois. Et lui, pour le coup, il disait, bah, désolé à lui si je trahis le secret du coup, mais il disait, après je pense que là ça se cache pas, c'est que quand il arrive au Paressé, lui, sa première réaction, c'est mais c'est quoi ce groupe? Tout le monde est trop gentil, ça se fait des politesses, il faut se rentrer dedans, il faut se dire les choses. Ce que reprochait aussi la direction, ce que reprochait la direction au groupe de la semaine Voilà, passée. exactement. Et je pense que c'est pas sain pour un groupe d'être un groupe un peu trop calme, un peu trop doux, où tout se passe, où rien ne se dit. Des fois, il faut crever l'abcès. Et dimanche, lundi, peu importe quand, l'abcès a été crevé. Et je finis, je suis désolé, je t'ai fait un tunnel, mais c'est pour être le plus complet possible. Dans l'article, il y a un truc très intéressant où je sais plus si c'est Deserbi qui le dit en conf. Il est dit qu'après le match aller contre Auxerre, ils se sont entraînés 3 fois de suite à 5 h du matin. J'aime énormément cette info. Pourquoi? Parce que tu savais pas. Tu l'as pas su. Et c'est normal. C'est-à-dire que tu as eu des moments dans cette saison où c'était où tu as eu des vraies embrouilles, des moments tendus, de la tension maximale, tu les as eu cette saison. T'as pas été au courant. Et c'est normal, c'est la vie d'un groupe. Voilà. Exactement, exactement. C'était super pertinent, Yus, sur ça. Mais moi, en fait, je suis d'accord avec ton discours. Maintenant, on est obligé de soulever d'autres points de vue, pour ceux qui nous regardent et qui le pensent peut-être. C'est qu'on arrive quand même avec une publication qui a lieu en pleine semaine, c'est-à-dire après les événements. Le fait est publié, contrairement justement au fait que tu as mentionné. Et justement, il vient se greffer à ces faits-là qui sont énumérés. C'est comme on l'a dit. Pourquoi dans un article où on parle d'un événement qui s'est passé lundi, on nous parle de ce qui s'est passé en première partie de saison, par exemple avec Ismaël Koné. Et on a l'impression, limite, que pas l'article, parce que l'article est fait pour résumer les faits et relayer peut-être la source, mais que la source est à charge. Or, la source, on est d'accord pour dire que c'est un joueur du groupe. Et donc, dans cette logique de on est des supporters, on arrive à un sprint final, on a perdu des joueurs importants, par exemple Leonardo Balerdi. Voilà, on est sur une très mauvaise dynamique, 4 défaites sur les 5 derniers matchs, et on a besoin d'un groupe fédéré, parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut pour aller chercher justement une série de résultats et aller chercher la Champions League. Si on pense que justement il y a des grosses tensions dans le groupe et qu'il y a des éléments perturbateurs qui limite veulent comploter contre l'équipe, ça pose énormément de questions. Et d'ailleurs, on va y venir, mais De Zerbi il fait référence dans sa conférence de presse. Il dit qu'il sait d'où ça sort. Il revient dessus. Bon, lui dit qu'il aime la polémique. C'est là où on parlait du côté méditerranéen. C'est que nous, certains pourraient peut-être s'attendre à ce que bon, on ait un scénario très olympique de Marseille. C'est qu'il annonce sa démission en conf de presse, comme ça arrivait plein de fois à l'OM ces 10 dernières années. Mais non, lui a dit qu'au contraire, il kiffait, qu'il allait faire 50 plus. Donc c'est ça qui est assez drôle avec cette histoire. Mais le problème étant que oui, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il n'y a pas une fracture avec une certaine partie du groupe? Il y a eu l'événement, par exemple, sur ce qui s'est passé dimanche avec la célébration de l'Aïd, où ça a posé problème à certains joueurs. Visiblement, ils sont passés outre, parce que De Zerbi a parlé des joueurs qui lui faisaient confiance. Par exemple, dedans, on avait Amin Harit, on avait, je crois qu'il a cité également Ismaël Benasser. Mais
Mais c'est vrai que ça pose Apprendre, question. des pincettes à prendre là-dessus aussi, parce que tu vois, si on se projette dans un monde où cette source, elle est absolument pas concernée par cette célébration, il y a un monde où pour la gestion du groupe, De Zerbi a réglé les choses avec les concernés. Je sais pas, tu vois, tu sais, on sait comment ça se passe le jour de l'Aïd. Il y a une prière, puis il y a des moments en famille. Ça se trouve, ils ont pu aller faire leur prière et ils sont revenus. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites pour éviter de mettre en porte-à-faux le groupe. Ce qui est à retenir, c'est que les concernés, les antennes par rigueur, c'est tout. S'il y en a qui sont concernés, qui doivent être énervés, ils ont qu'à l'être. Et apparemment, c'est pas trop le cas, tu vois. Donc, il y a aussi ça. La source, elle a peut-être vu les mecs s'énerver. Oh, c'est la île, on va pas sortir. Et ça se trouve, les mecs, ils ont quand même pu faire ce qu'ils avaient à faire quelques heures. On sait pas, tu vois. Ça manque aussi de détails sur ces choses-là. Donc, mais oui, comme tu le dis, ils leur en tiennent par rigueur. Maintenant, sur la question à propos de est-ce qu'il a pas perdu son groupe, parce que j'ai envie, moi, j'ai envie de penser que l'aventure qu'ils ont vécue depuis le début de la saison, elle n'a pas commencé au mois d'avril. Et comme je le disais avant, il y a eu plusieurs vies. Il y a eu des vies où c'était un peu plus négatif, il y a eu des vies où c'était un peu plus positif. Et le groupe est resté vivant jusque-là. J'aime penser que c'est pas ces derniers matchs qui sont d'un enjeu capital. Je pense que quand tu es un footballeur pro, t'aimes gagner. C'est toujours le premier truc qui frappe, tu sais, quand t'as le malheur de faire un five avec un ancien pro ou autre, le premier truc qui frappe, c'est à quel point les mecs, ils ont faim, ils ont la dalle, ils pensent qu'à gagner. Limite, ils ont des fois des comportements où tu dis, ah ouais, le mec, il est à fond. Donc les mecs, quand ils jouent, généralement, ils ont tous envie de gagner. Donc là, l'enjeu est énorme. J'ai tendance à penser que même s'il y en a qui sont peut-être énervés, l'objectif commun va faire en sorte que ça va bien se passer, en tout cas, en termes de logique de groupe. C'est ce qu'a Peut-être qu'il faudra réaffirmé, faire les coups. c'est ce qu'a réaffirmé Neil Maupay, en tout cas, Oh, en c'est conf pas de lui qui va dire le presse. contraire, hein. C'est pas Ouais, le fiston qui va... oui, oui, clairement. Et en plus, même que ce soit par son professionnalisme, ça a été notamment soulevé, par exemple, dans la vidéo de Molina qui a été publiée, même dans les articles, pour dire que c'était un des joueurs, justement, et même De Zerbi, du coup, le considère comme son fils. Bon, il y a d'autres joueurs qui l'a considéré comme ses fils, ça l'a pas empêché de les dégager au mois de janvier. Mais d'ailleurs, il y a justement cette hypocrisie qui a été soulevée par les Beaucoup joueurs. de fils. Et l'autre chose que j'ai oublié de souligner, c'est que, certes, c'est quelque chose qui se passe souvent dans des vestiaires, et peut-être il s'est passé des choses encore pires dans des vestiaires de Ligue 1, et on ne le sait pas cette saison. Mais en fait, il y avait quelque chose dans l'article qui tendait à soulever l'exceptionnalité de la situation. Je ne sais pas si tu vois, par exemple, la phrase où, lorsque la médiation avec Benatia est évoquée, on apprend que les joueurs ont souligné à Benatia qu'ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Et même, ça colle un peu avec le management de De Zerbi depuis le début de saison. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel dans son management qui est quand même souvent souligné par les joueurs. Moi, justement, je me posais la question, à ce moment-là, est-ce qu'il n'a pas perdu son groupe? Parce que le fait que déjà que les joueurs s'unissent contre lui, pour moi, c'est potentiellement problématique. Quand ça arrive dans des clubs, généralement, on demande la démission de l'entraîneur. Mais d'une autre part, il y a aussi un autre point qui est important, c'est justement peut-être le fait de vouloir créer un électrochoc. Est-ce que c'est pas quelque chose aussi de voulu par Roberto De Zerbi? On se rappelle qu'après le match contre Auxerre, on était tous là. Enfin, on était tous. Peut-être pas ton cas, Yous, parce que cette saison, t'es derrière. Non, t'es tout le temps derrière les coachs. À part quand c'est Gattuso ou. C'est bien de l'avoir remarqué. Non, mais t'es toujours derrière les coachs, c'est une position qui est assez louable. Mais après sa conférence de presse contre Auxerre, beaucoup disaient mais il est complètement fou, il va démissionner, c'est un management catastrophique. Derrière, l'OM fait une série de 7 matchs avec 6 victoires et un match nul qui aurait dû être gagné. C'est là où on se dit peut-être qu'il cherche un électrochoc, peut-être que lui comprend aussi qu'il est dans un club particulier, que lui est quelqu'un de particulier, et qu'il se dit que ce qui marche à Marseille, c'est l'extrême. C'est un extrême ou l'autre, c'est soit... et d'ailleurs, c'est ce qui colle un peu avec son management, c'est soit on se fait la guerre, soit on gagne tous ensemble. Et c'est ce qui ressort un peu de ces dernières semaines. Toi, tu penses vraiment que c'est le levier qu'il fallait prendre, activer à l'aube de ce sprint final? Bah, déjà, je trouve ça super intéressant que tu le prennes dans cet angle-là. J'en ai un peu parlé en stream hier, mais c'était plus en mode et ça serait fou que ça soit un peu voulu de sa part. Et pour le coup, c'est vrai que si tu prends un peu le truc en détail et si effectivement tu te replonges aussi sur ce qui s'est passé, tu as raison de parler de ce qui s'est passé notamment après le match contre Auxerre, c'est que quoi qu'il en soit, je pense que tout le monde sera d'accord, peu importe ce qu'on pense de De Zerbi, c'est quelqu'un de passionné et de passionnel dans ses relations. Et d'une certaine manière, il vit cette relation qu'il a avec ce groupe. C'est pour ça que je pense que quand il parle de relation père-fils, à mon avis, il est honnête.
Et c'est une manière de montrer qu'il vit tout ça pleinement et passionnément. Maintenant, quand tu sais ça, tu peux quand même te poser la question. Est-ce que ce management un peu autoritaire à l'excès, c'est pas une manière, déjà, il est lui-même, mais c'est pas aussi une manière de crever l'abcès. Tu vois, je pense que des fois, tu as besoin. Bon, c'est peut-être pas quelque chose qu'il faut dire en public. Des fois, tu as besoin de te mettre sur la gueule pour te dire les choses, et ça va des fois un peu mieux après. Et là, pour le coup, tu peux penser, tu peux imaginer, c'est une théorie pour moi qui s'entend. Je sais pas si, toi, j'ai pas de certitude là-dessus, mais pour moi, elle est bonne ta théorie, dans le sens où tu peux, je pense que tu peux pas l'écarter parce que peut-être que vu ses réactions, Roberto De Zerbi quand il est arrivé à la sortie de ce match, il a dû se dire mais putain mais quelles sont les solutions? Je sais plus quoi faire. Donc peut-être que le levier d'aller un peu dans l'excès pour piquer l'orgueil de certains, pour créer une réaction, pour créer une émolu, pour créer quelque chose je sais pas, de plus excessif, même chez les joueurs, pour les pousser à donner plus. Un électrochoc. Ça peut s'entendre. Un électrochoc. C'est peut-être même ce qui a manqué sur la saison passée, parce que la saison passée, on a 3-4 entraîneurs. 4 si on compte Pancho pour l'intérim, mais il n'y a jamais eu vraiment d'électrochoc. Et pourtant, à certains moments avec Gattuso, on se disait peut-être que ça va arriver parce que c'est aussi un peu son profil psychologique à Gattuso d'être un homme qui gueule, et c'est jamais vraiment arrivé. Et Roberto De Zerbi l'a tenté en première partie de saison. Moi, franchement, après le match contre Auxerre, et depuis le début de saison, même sur la chaîne, je défends globalement Roberto De Zerbi. Et après la conf, je l'avais défendu la vidéo après, mais je pensais que c'était fini. Je pensais que, parce qu'il a parlé de sa démission, même ce qui était sorti dans l'équipe après, où il avait complètement fumé ses joueurs, je pensais qu'il en avait marre, qu'il allait avoir un blocage et qu'il allait pas le surpasser. Mais il nous a déjà prouvé dans une situation qui pour moi était vraiment difficile pour un coach de l'OM. C'était une situation pour moi qui était exceptionnelle et dans laquelle pour moi très peu d'entraîneurs de l'Olympique de Marseille s'étaient mis volontairement. Parce que pour moi il y avait un côté volontaire, c'était de provoquer la crise. L'OM était deuxième de Ligue 1, bon, on peut me dire que l'OM est troisième de Ligue 1 aujourd'hui. Je trouve que la série de résultats sur laquelle on était moins inquiétante que l'actuelle, parce que là, il y a quand même 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Or, jusqu'à février, je crois que l'OM n'avait pas enchaîné 2 défaites d'affilée cette saison. Et lui avait réussi, justement, volontairement à se mettre dans cette situation et à tirer quelque chose de meilleur dans ce groupe. Donc, ce qui était une crise, et c'est finalement transformé en révolution tactique, révolution en termes de management. Il y a eu les stages à Malmort, et même, on est passé d'un OM qui... que ce soit tactiquement, que ce soit même dans les images qu'on avait des joueurs, que ce soit même dans l'application de certains, a complètement été révolutionné. Et moi, je pense que s'il l'a déjà fait au mois de novembre, avec un effectif qui, pour moi, qualitativement, était moins bon, que ce soit par exemple au niveau du numéro 9, même au niveau du milieu de terrain, bon là, on a Balerdi qui nous manque, je pense qu'il peut clairement le faire sur sprint final, surtout qu'il a une source de motivation pour ses joueurs, c'est la Champions League la saison prochaine. Déjà, je pense qu'en termes de salaire, il y en a qui vont gagner beaucoup plus. Il y a la possibilité de disputer la Champions League. Neil Maupay en a parlé en conférence de presse. C'est quelque chose qu'il n'a jamais joué. Bref, il y a plein de raisons pour être complètement à fond sur cette deuxième partie de saison. Et peut-être en voyant que son équipe était en train de mourir, justement, De Zerbi a cherché à créer un électrochoc pour la réanimer. Donc dans cette situation, il y a 2 issues. Et c'est là où je parle d'extrême. C'est soit le corps est définitivement mort et le projet est complètement cuit, soit il le réanime. Et là, on peut être sur quelque chose de très intéressant pour la suite. Yus, on a beaucoup parlé de management. Je ne sais pas si tu souhaites réagir une dernière fois sur ça. Non, je pense qu'on a tout dit et tu as été complet là sur ce que tu viens de dire. Donc on verra de toute façon si ça paye. Il y a une dernière partie que je vais évoquer très rapidement avant la fin de cette vidéo. C'est plutôt en termes de style de jeu et de tactique. On sait que De Zerbi est pas mal critiqué cette saison pour le caractère esthétique de son jeu, surtout vis-à-vis des supporters de l'OM. On sait que beaucoup de supporters de l'OM aiment par exemple un jeu plus direct, un jeu plus intense. Or, on a un jeu qui est plutôt un jeu de contrôle, parfois de contrôle à outrance. Beaucoup espèrent une évolution tactique dans les prochaines semaines. Moi, j'avais dit dans la dernière vidéo que lorsqu'il avait soulevé qu'il n'y avait pas de problème tactique la semaine passée à Reims, il avait raison. J'estimais qu'il n'y avait pas de problème tactique dans son équipe. J'estimais que le problème qu'il y avait potentiellement, c'était un problème de choix d'hommes et de disponibilité d'hommes. Parce que lui, dans son cadre tactique, il changera jamais, par exemple, de système avec ballon. Tu vois, depuis le début de saison, globalement... Ça n'a pas changé depuis le début de la saison. Ouais. À part le match contre Montpellier, où tu es en 2-3-2-3, mais genre ça dure 2 matchs, et tu prends une claque contre Auxerre. Mais avec ballon, tu n'as jamais changé de système. Et moi, j'estimais que le problème tactique,
le seul problème tactique potentiel, et c'est là où pour moi il y a eu un gros changement avant et après Auxerre, c'est sans ballon. C'est notamment dans l'intensité que tu mets au contre-pressing, et même au pressing général, par exemple sur les sorties de balle adverses. Et je trouve que là où on a eu un peu de défaut sur les dernières semaines, c'est peut-être cette intensité. C'est peut-être à Reims de ne pas être allé les chercher pendant 90 minutes au pressing. Et donc je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que pour toi il y a une nécessité de changement de système? Est-ce que tu penses que De Zerbi doit se renier? Je vois beaucoup de gens sur des capsules Twitter dire qu'il doit abandonner la possession et laisser le ballon à l'adversaire pour mieux le contrer. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que déjà, ouais, comme tu le dis, faut pas fantasmer un changement tactique. Faut pas oublier que le changement tactique du match à Lens, il intervient parce que l'OM est trop friable défensivement, a pris des vagues contre Auxerre, et c'est un changement qui est avant tout en phase défensive. Le changement se fait en phase défensive, et évidemment que tu défends mieux et beaucoup mieux depuis ce changement. Donc c'est ça qui a guidé la révolution tactique dont on parle. Avec ballon, ça n'a pas trop changé, si ce n'est effectivement le positionnement de certains joueurs. Pour le coup, moi je m'étonne de voir certains débats qui rejaillissent maintenant. Maintenant, on se met même à parler de la position de Rabiot, alors quand tu regardes les positions moyennes, il n'est pas aussi haut. Tu vois qu'évidemment, au début de la saison, des premiers matchs de Rabiot, beaucoup disaient oui, il est trop bas, il n'est pas à l'aise, etc. Donc, faut savoir ce qu'on veut. Au début du changement tactique, Rabiot était loué. Enfin, j'ai l'impression qu'on sait pas trop quoi reprocher à De Zerbi en ce moment. Il y a des modifications à faire, ça c'est certain. Il y a peut-être des changements de positionnement à réaliser. Le problème, c'est que là, il y a quand même beaucoup de blessés et que il va surtout devoir composer avec ce qu'il peut faire De Zerbi là, quand on voit le nombre de joueurs qui étaient absents aujourd'hui, même s'ils seront peut-être pas tous forfaits pour dimanche. Donc il y a aussi cette question-là de comment composer. Il y a des joueurs qui vont revenir, comme Harit, comme Boumbania, qui Murillo. peuvent être des Murillo, qui était le factoriste de ce changement de système. Je pense que vraiment, des simples changements d'hommes, à mon avis, peuvent changer beaucoup de choses dans l'approche. Et puis, il y a aussi, je pense, clairement, ces derniers matchs, problème au niveau de la vitesse de transmission du ballon. On retombe un peu dans les travers du début. Le changement de système, c'était aussi accompagné d'un ballon qui circule plus vite, ces choses-là. Et j'ai l'impression qu'on l'oublie aussi. C'était pas que un changement de système avec le ballon. Exactement, c'était pas qu'un changement de système sans ballon et avec ballon. En tout cas, merci beaucoup Yous pour d'être venu, merci pour ton analyse sur la chaîne. N'hésitez pas à aller checker les liens en commentaire, je vais mettre son Twitter, son Twitch, son YouTube et le lien Spotify à les suivre. Franchement, le contenu est toujours qualitatif, même si c'est centré OM. Exemple typique, quand il y a des matchs continentaux ou internationaux, par exemple la dernière CAN, le contenu est toujours au rendez-vous et les intervenants sont toujours au rendez-vous. Bon, il y en a 2-3 intervenants qu'on peut pas supporter. Par exemple, celui de Massiliazone, que je le trouve pas bon. Le mec qui parle de lui-même, il est dégueulasse. Bref, n'hésitez pas. On salue le média quand même. On salue le média quand même, on reconnaît. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne. On se donne rendez-vous pour le débrief dimanche. D'ailleurs, Yous propose également des débriefs. Donc, si vous voulez regarder 2 débriefs au lieu de regarder un débrief sur certaines antennes qui délivrent des discours, voilà. Allez, on va bien finir la vidéo. Allez l'OM et on se dit à la prochaine.